Bonjour à tous pour cette séance 10 avec Monsieur Colpart pour les secondes 7, 8 et 11. Alors nous sommes dans la partie 3 du chapitre 2 du thème 3. Donc autrement dit, on est à la fin de ce chapitre sur le son, sur les bases du son. Je rappelle que l'idée de ce chapitre, c'est se préparer à ce qui va venir ensuite en enseignement scientifique, en général, en première, avec un cours, même un thème tout entier sur le son, qui est assez costaud et qui pour réussir à lui faire face à ce chapitre assez costaud en enseignement scientifique que tout le monde aura, hein, c'est du tronc commun, en général en tout cas, et bien pour pouvoir lui faire face, voilà, on apprend les bases de ce qu'est le son et comment on l'analyse, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en seconde. Et bien, du coup, allons-y. Alors, ici, petit corrigé qui était juste la formule T égale 1 sur F de l'exercice que je vous ai demandé de faire. Donc F était dans l'énoncé, c'était 380 Hz, donc voilà, ça donne ce résultat en millisecondes, avec 3 chiffres significatifs, puisque là il y en avait 3 dans la valeur de départ, donc on en a 3 sur le résultat. Alors, grand 3, analyse détaillée du phénomène. Alors voilà, on est dans cette partie-là du manuel en ligne, donc analyse détaillée du phénomène. Donc là, vous pouvez regarder les différentes vidéos à disposition, déjà, toutes par ailleurs, hein. Et ici, vous avez une vidéo supplémentaire dans la fiche de cours d'aujourd'hui sur le bruit qui se trouve être... Là, c'est sur la capacité auditive et en dessous, ici, sur les niveaux d'intensité sonore. Donc, le niveau d'intensité sonore, vous ne regardez pas tout de suite. Pour l'instant, vous pouvez regarder cette vidéo-là et ces deux qui sont ici. Celle-ci, donc, c'est sur le groupe Pentatonix, qui est un groupe qui, fait de la musique, mais sans instrument, étant donné qu'ils ont des voix très variées. Donc là, vous pouvez écouter ça tout de suite. Donc il y a Avi Kaplan qui lui est la basse du groupe. Et il chante très très grave. Lui, c'est le beatboxer qui permet d'imiter notamment les percussions. Elle, donc, c'est la mezzo-soprano. Elle chante plutôt aiguë, un peu médium, donc moyennement aigu pour une femme. Là, le baryton, donc c'est moyennement grave. Et ici, donc, le haute contre qui est du coup dans les très aigus. Donc ça, cette histoire de aigu, grave, c'est l'occasion de développer la première question. Quel paramètre physique permet de décrire la hauteur d'un son et comment? Eh bien, la hauteur d'un son, c'est ce que j'explique ici. En fait, c'est si c'est aigu ou grave, et c'est lié à la fréquence en physique. C'est-à-dire que si donc c'est grave, ça veut dire que on a une fréquence qui est petite, qui est grande, pardon. Et si c'est aigu, la fréquence est grande. C'est-à-dire que le signal est très rapproché. Et à côté de ça, j'en profite pour signaler le timbre. Donc le timbre, c'est lié par contre, c'est ce que vous verrez plus tard, aux harmoniques notamment, et entre autres choses. Et du coup, en ce qui nous concerne, quand on regarde le signal qui se répète, le signal sonore, je rappelle, ce sont des variations de pression dans l'air, eh bien, par exemple, pour Avi Kaplan, on a ce signal-là, à un moment donné, il chante une note, par exemple, et Christine Maldonado, Kirstine Maldonado, faut que je corrige l'erreur ici, eh bien, elle, qui chante beaucoup plus dans les aigus. Alors, on peut déjà voir que le signal, du coup, est beaucoup plus rapproché, la fréquence est beaucoup plus élevée pour Christine Maldonado, donc ça montre bien elle chante plus dans les sons aigus, la hauteur est importante. Et puis, sinon, il y a aussi la forme du signal. On peut voir que le signal aussi a une certaine forme, un grand pic, un moyen, un petit. Alors qu'ici, on voit qu'on a d'abord un grand, un moyen, puis à nouveau un grand. Eh bien, le signal n'a pas la même allure. Et ça s'explique par le fait que, Avi Kaplan et Christine Maldonado, même s'ils ne chantent pas dans les mêmes hauteurs, ils n'ont pas non plus, quand ils chantent, les mêmes parties du corps qui vibrent de la même façon. Et du coup, le signal même, la vibration des différentes parties de leur corps, qui se répercute donc dans l'air, puisque je rappelle que quand un objet vibre, un objet physique comme les cordes vocales ou la peau d'un tambour, eh bien après, ça fait vibrer les molécules dans l'air à peu près de la même façon, et après aussi les tympans à peu près de la même façon. Donc du coup, le signal sonore va ressembler à la façon dont vibre l'instrument. Ici, c'est l'ensemble du corps du chanteur, puisqu'on peut utiliser différentes parties du corps. Et cette vibration donc n'est pas la même en fonction de comment on est conçu et en fonction donc de la personne.
On peut voir donc que ce motif ici n'a pas la même allure que celui de Kirstine, Maldonado, et du coup, le motif n'étant pas le même, on dit que le timbre n'est pas le même, et ainsi, c'est ce qui explique que, par exemple, quand quelqu'un a une voix aussi grave qu'un autre, eh bien, quand il parle, il a quand même pas la même voix. Et on a tous des voix assez différentes, et ça s'explique par le timbre, et ça se ressent même quand on parle dans des hauteurs similaires. Alors, du coup, pourquoi ces signaux ont ces allures assez particulières? Parce qu'on a vu la dernière fois ce qu'était la fréquence, et ce que ça induit sur le fait que ce soit aigu et grave, mais on a vu ça avec des signaux qui faisaient de jolies ondulations, de belles vagues très sinusoïdales finalement. Voilà, c'est un signal sinusoïdal, c'est ce qu'on avait parlé, ce que nous avions dit la dernière fois. Alors, comment se fait-il qu'on n'ait pas ça, en l'occurrence, ici? Eh bien, c'est parce que, en fait, on l'a effectivement, mais quand on parle, il y a plusieurs parties dans les cordes vocales, dans le larynx, etc., qui vibrent. Il y a aussi, quand on touche, d'autres parties. Il y a la gorge, il y a le crâne, il y a les os du crâne. Il y a aussi le torse, parfois. Alors, ça dépend de comment on chante, quelle partie on veut faire vibrer. Au final, il y a beaucoup de parties dans le corps qui vibrent différemment. Et du coup, on se retrouve avec des signaux sinusoïdaux qui se mélangent. Et ils sont tous à des amplitudes et à des périodes et donc des fréquences différentes, et ce grand mélange, bah, ça fait pas tout à fait n'importe quoi, parce que finalement ça fait un signal qui se répète malgré tout et qui va du coup être un mélange, comme on le voit ici, de différentes sinusoïdes. C'est ce qui est expliqué ici. Et du coup, pour analyser ce signal, on préfère non pas utiliser du coup le signal brut de l'amplitude dans le temps, donc ça c'est vraiment la variation de la pression dans le temps qui est captée par le micro. On préfère utiliser ce qu'on appelle le spectre sonore, qui dans un logiciel, donc c'est là où vous avez une manipulation, vous pouvez regarder ici la petite vidéo qui est là, qui reproduit cette manipulation, où justement, eh bien, on passe de ce signal-là à celui-ci, donc ça demande une manipulation sur un logiciel, ce qu'on appelle notamment l'analyse ou transformée de Fourier, qui en fait son rôle, ça va être de transformer le temps en abscisse en fréquence, ici en abscisse. Alors c'est pas aussi simple que ça peut en avoir l'air si on réfléchit pas trop à la question, parce que la fréquence c'est pas 1 sur le temps, la fréquence c'est 1 sur la période, c'est-à-dire que le logiciel doit trouver toutes les périodes des sinusoïdes qui sont mélangées là-dedans, alors qu'on ne les voit pas, enfin c'est le mélange qu'on voit, on les voit pas les unes distinctes des autres, donc il doit toutes les distinguer, récupérer toutes ces périodes et après calculer du coup la fréquence en 1 sur t. C'est très très lourd à faire la main, c'est très fastidieux voire impossible, c'est pour ça qu'on utilise des logiciels. Donc du coup, si vous voulez voir comment ça se passe, vous pouvez avec ce logiciel libre Audacity, vous le téléchargez ici, reproduire avec le son que j'ai mis sur le NT et sur Pronote, vous pouvez reproduire cette manipulation chez vous et voir vraiment comment on passe de ce signal-là à celui-ci en vrai. Alors ce signal-là, par ailleurs, c'est vraiment le signal que vous avez quand vous écoutez de la musique sur SoundCloud, YouTube, n'importe quoi. Parfois on voit des sortes de signaux sonores qui apparaissent à l'écran, qui défilent dans le temps, qui souvent ressemblent à plutôt alors j'ai pas mis d'image ici malheureusement, mais à des gros paquets, puis quand il n'y a pas de son, ça fait un signal plat, puis à nouveau quand ça repart, on a des gros paquets. Eh bien si on zoome, on obtient ces signaux-là. Ça c'est un zoom sur ce type de signal. Et la transformée de Fourier permet du coup d'avoir en ordonnée l'amplitude, c'est-à-dire ce qui est lié à la pression de l'air, et en abscisse la fréquence, et ainsi avoir directement quelles sont déjà les fréquences des sinusoïdes, donc les différents sons qu'on a dans ce mélange sonore, à quelle fréquence, et puis aussi à quelle intensité, à quelle amplitude. Ce qui est très pratique pour distinguer du coup de signaux, c'est ce qu'on fait ici avec Avi Kaplan et Kirstine Maldonado. On voit bien que lui, son signal à la fréquence la plus faible, donc c'est ce qui en fait va déterminer la hauteur. Vous verrez en première que ça s'appelle la fréquence fondamentale. Donc là c'est 100 Hz, donc c'est très grave. Et Kirstine Maldonado ici, on est à 700 Hz, donc on est sur quelque chose qui est beaucoup moins grave. Et on peut voir que les signaux après qu'on obtient par la suite, qui vont donner son timbre, donc son motif eh bien, à ce signal, on peut voir que ici ne correspondent pas du tout à ceux de Kirstine Maldonado, qui montrent bien effectivement qu'ils ont bien tous les deux, qui plus est, un timbre différent, en plus du fait qu'ils aient une hauteur différente.
Alors, le petit 2, là, ça parle de cette partie ici du document. Ici, la question c'est quel paramètre physique permet de décrire l'intensité d'un son et comment. Donc là, vous avez une vidéo sur les niveaux d'intensité sonore et une vidéo c'est pas sorcier sur le bruit. Regardez au moins celle-ci. Regardez celle-ci en plus, c'est une bonne chose aussi. Je vous conseille de le faire, mais c'est vous qui voyez. C'est quand même assez partagé et c'est un peu plus long. Donc alors, l'intensité et les niveaux d'intensité, ce sont deux choses différentes. On les voit ici sur la représentation, en haut, échelle des niveaux sonores, et en bas, échelle des intensités sonores. L'intensité sonore, c'est la grandeur physique par excellence, c'est celle la plus proche de la réalité, c'est celle qui est vraiment liée à la pression de l'air. Elle est d'ailleurs proportionnelle, donc du coup, elle donne une bonne indication sur vraiment l'impact que ça a sur les tympans. Le niveau d'intensité sonore, lui, c'est une unité, enfin une grandeur, et une unité ici en décibels, ça s'exprime en décibels, qui était mis en place en 1923 par un laboratoire américain, le laboratoire Bell, et du coup son objectif c'est de rendre plus compréhensible cette échelle, plus abordable, sachant que dans l'échelle des intensités on a des valeurs tellement faibles qu'on est obligé de les exprimer en puissance de 10, les écarts sont énormes, ce qui fait que si on voulait la mettre tout ça à l'échelle, toutes les petites valeurs seraient écrasées sur l'origine, et alors que les niveaux d'intensité sonore, c'est pas du tout comme ça. On a quelque chose qui permet de distinguer beaucoup plus aisément les sons faibles, les sons graves, en gardant une échelle à l'échelle. Ici, on est toujours de plus 10 en plus 10 en plus 10. On peut voir qu'ici, la moitié basse du graphique, elle est réservée aux sons qui sont finalement plutôt faibles. Au milieu, on a les sons médiums, et en haut, toute la moitié supérieure, les sons les plus costauds. C'est très équilibré, on a des valeurs qui sont très compréhensibles, 0, 20, 40, 140. Pas de problème. Donc c'est une unité plus pour le commun des mortels et qui est utilisée d'ailleurs dans tous les registres acoustiques, musicaux aujourd'hui. Mais en science, évidemment, on utilisera les intensités sonores. Alors, du coup, la question qui est posée aussi, c'est que si on regarde ici, à 60, c'est une conversation classique. À 120, vous êtes à 1 mètre, là, à 60, vous êtes à 1 mètre d'une personne qui parle normalement. Sans pousser. 120, vous êtes à 1 mètre d'un pot d'échappement de moto qui est en train d'accélérer. Alors, qu'est-ce qui fait que là, si on regarde, on a l'impression que c'est juste x2 en intensité, alors que, en vrai, moi j'ai pas l'impression, comme ça, qu'entre tendre l'oreille à quelqu'un qui parle tranquillement et tendre l'oreille à un pot d'échappement d'une moto qui accélère à plein régime et qui se trouve qu'à 1 mètre de moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que x2. Comment ça se fait ? Cette échelle-là, elle est très pratique, elle est très compréhensible, mais elle retranscrit assez mal la réalité. Pour voir l'impact que ça a sur nos oreilles et nos tympans, et donc si c'est dangereux ou pas, comme c'est indiqué dans la vidéo qui est ici, que vous avez normalement déjà regardé, eh bien, il faut utiliser les intensités. C'est là un piège. Ça peut donner l'impression, du coup, finalement, ça augmente pas beaucoup, mais en fait, on va regarder. Si on regarde ici, on passe de 60 à 120 décibels, eh bien, en intensité véritable, on passe de 10-6 watts par mètre carré à 1 watt par mètre carré. Alors, watt, c'est la puissance, c'est vraiment ce qui donne son énergie à un événement. C'est ici, en l'occurrence, sur une surface, puisque par exemple le tympan est une surface. On va pas rentrer dans ces détails-là, on passe de 10-6 à 1. Et bien du coup, si on fait le rapport des deux, pour savoir combien de fois c'est plus, là 120 divisé par 60, ça faisait 2 fois plus grand. Là 1 divisé par 10-6, ça fait, faites le calcul, 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million de fois plus grand, c'est ce qui est expliqué ici. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'est pas multiplié par 2 l'intensité, l'impact que ça a sur les tympans, c'est fois 1 million. 1 million. La différence entre une conversation à voix haute et une moto sur laquelle on serait du coup à 1 mètre du pot d'échappement alors qu'elle accélère. C'est énorme. 1 million, c'est gigantesque. En vérité, ce qu'il faut comprendre sur cette représentation, et c'est ce qu'il faudra mettre sur la fiche synthèse que je propose de compléter à la fin, c'est que à chaque plus 10 ici, sur cette représentation que vous allez retrouver chez le médecin, chez l'ORL, etc., dans la vie de tous les jours, si vous voyez un document sur l'acoustique et les dangers, en vérité, c'est pas plus 10 qu'il faut appliquer. En vérité, l'impact sur les tympans à chaque fois, c'est x10. Pour chaque plus 10 sur cette représentation, c'est x10 en vrai. Donc c'est pour ça que l'impact est du coup très important et c'est très dangereux. Même d'augmenter de juste 10 décibels, on peut dire que c'est pas grand chose et en fait on multiplie par 10 l'énergie qui impacte sur nos tympans. Donc je vous propose de remplir la fiche synthèse pour la prochaine fois. Réalisez les exercices qui sont ici, la plupart sont corrigés.
La prochaine fois, du coup, on corrigera tout ça, la fiche synthèse, l'exercice qui n'est pas corrigé, et on fera du coup la partie suivante sur le nucléaire. À la semaine prochaine, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum, le pronote et les visio chat.